Les îles de Perhentian, au large de la Malaisie. Un paradis au sable blanc et à l'eau transparente. 27 degrés toute l'année. Des pêcheurs qui partagent la mer avec des touristes venus du monde entier. On va plonger à 6 mètres de profondeur, puis on va longer le récif. Camille, une Française de 20 ans, a tout plaqué pour venir s'installer ici. Jusqu'à l'année dernière, elle était secrétaire médicale à Londres. Depuis, elle est devenue monitrice de plongée. 1, 2, 3, allez, on y va! À quelques mètres de profondeur seulement, on découvre des fonds marins exceptionnels, où il arrive de croiser un requin-baleine. On pourrait se croire à Ibiza ou dans les Caraïbes. Pourtant, sur la plage, un détail rappelle que nous sommes dans un pays majoritairement musulman. À côté des filles en bikini, d'autres portent le voile. Le soir, la plage se transforme en boîte de nuit géante. On danse, on boit, et là encore, tout le monde se mélange. C'est notre première fois ici. Vous êtes venu pourquoi? Pour fêter la fin du Ramadan, je suis venue avec des amis. Pour Camille, rien d'étonnant. Dans un état vraiment musulman. Alors, nous, on a pas mal de musulmans qui viennent ici. Ils ne voient pas, mais ils voient quand même. Il n'y a aucun jugement, ils font ce qu'ils veulent, on fait ce qu'on veut, tu vois, et on est tous ensemble. Il n'y a pas vraiment eux et nous. Ça n'existe pas ici. Tu danses comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux, et tout le monde te respecte. Cette cohabitation est une spécialité malaisienne. Ici, une expression a été inventée. Le Smiling Islam, l'islam souriant et tolérant. Une formule magique qui permet à des populations qui s'évitent ailleurs de vivre ensemble. Mais dans le pays, certains s'attaquent à ce modèle. Le petit paradis va-t-il pouvoir tenir encore longtemps? La Malaisie, l'un des pays les plus riches d'Asie du Sud-Ouest. Kuala Lumpur, la capitale, est gigantesque, moderne, ultra connectée, surplombée par les tours Petronas, parmi les plus hautes du monde. Les musulmans, majoritaires dans le pays, sont les rois du business et de la mode islamique. C'est un peu court de ce côté-là. Soyez sexy. Soyez naturel, soyez vous-même. Soyez belle. Ici, le voile n'est pas obligatoire pour les femmes. Certaines sont même championnes de MMA. Regardez, ça c'est mon premier combat dans une cage. Le pays compte 60% de musulmans. Le reste de la population est composé de bouddhistes, d'hindouistes, de chrétiens ou d'animistes. Mais les islamistes grignotent du terrain. La police religieuse patrouille. Nous ne voulons pas de mauvaises filles au sein de notre jeunesse. Nous voulons des filles pures. Dans les États du Nord, où le parti islamique tient le pouvoir, les enfants récitent le Coran toute la journée. Et les tribunaux de la charia condamnent à des châtiments corporels. 2 femmes qui ont avoué avoir tenté d'avoir une relation homosexuelle ont été frappées à coups de bâton à 6 reprises au tribunal de la charia de Kuala Lumpur. Si on coupe la main des voleurs, alors les gens arrêteront de voler. En face, la résistance s'organise, composée en premier lieu par d'autres musulmans. Écoutez-moi! Non, vous, écoutez-moi! Avez-vous un mandat? Ici, l'islam est en train de devenir radical. On se transforme en Arabie Saoudite. Mais la poussée islamiste continue. Au fin fond des forêts, on convertit des populations autochtones, coupées de tout. Ils essaient de nous convertir à l'islam, de supprimer notre identité, notre fierté. Alors que nous vivons ici depuis des centaines d'années. Enquête en Malaisie, un pays de paradoxes, dont la mixité ethnique et religieuse
pourrait être en danger. À Kuala Lumpur, la capitale, nous avons rendez-vous avec Dato Seri Vida, une femme musulmane pratiquante et l'une des plus grosses fortunes du pays. Je suis jolie, je suis belle, je suis une reine, même si aujourd'hui je ne porte pas de couronne. Dato est une star en Malaisie. Elle a fait fortune en vendant des crèmes qui éclaircissent la peau, puis des boissons énergisantes. Elle est aujourd'hui multimillionnaire. Son secret, toujours mettre en avant son image. Dato ressemble à son pays. Elle porte le voile, mais assume son côté bling-bling et provocateur. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps de profiter de cette voiture. Je l'ai achetée il y a 3 ans et je ne l'ai conduite que 5 fois peut-être. Je me suis faite toute seule, avec mes 2 mains. J'ai tout fait toute seule. Je suis comme ça. Parfois je suis triste, parfois je suis heureuse. Mais je vais toujours vers l'avant et personne ne peut m'arrêter. Dato n'a peur de rien. Pour promouvoir ses produits, elle s'est mise à la chanson. Chacun de ses clips a été vu des millions de fois sur Internet. Elle pose, voilée, dans une baignoire remplie de billets de banque. Le cliché de la star américaine revisité à la sauce musulmane. Elle nous invite chez elle. Un palace dans les beaux quartiers. Dans le garage, une collection de voitures de luxe. Elle a fait elle-même les plans de sa maison. Grande baie vitrée, piscine, mais tout cela dans le respect de la religion. L'eau de cette petite cascade vient de là-haut, de ma petite salle de prière. L'eau coule directement dans la piscine. Résultat, tous les enfants qui jouent dans cette piscine deviennent bons, en bonne santé et bienveillants. Ah, mon Dieu! Voilà ma famille, mes amis et mon personnel qui viennent célébrer la fin du Ramadan. Et voici mon ami d'enfance. On était ensemble à l'école et aujourd'hui, c'est mon bras droit dans mon entreprise, dans mon empire. Ce jour-là, on fête la fin du Ramadan. Ses employés et leurs familles viennent recevoir des étrennes, comme le veut la tradition. Les enfants, les femmes et les hommes lui baisent la main. Par coquetterie, Dato refuse que l'on dise son âge. Elle a vécu 3 mariages, 3 divorces, et ici, c'est elle la patronne. Ce ne sont pas les hommes qui décident. Ici, désormais, les hommes ont l'esprit ouvert. Même dans les pays arabes, ils acceptent que les femmes travaillent. Ce n'était pas comme ça avant. Le monde a changé. Tout le monde doit s'ouvrir. Vous aussi, vous devez ouvrir votre esprit. Moi, je suis modérée. Je suis parfois religieuse, parfois pas. Une businesswoman décomplexée qui prépare déjà sans doute son prochain clip. Toujours fantasque et toujours voilée. En Malaisie, elle n'est pas la seule. Ici, la religion n'empêche pas de faire des affaires. Le pays, par exemple, est le numéro 1 de la finance islamique, des banques qui garantissent la pureté religieuse de leurs investissements. C'est aussi l'une des destinations favorites du tourisme halal. Des millions de musulmans venus du monde entier profitent d'hôtels luxueux, avec piscine ouverte au maillot et au niqab. Ce matin, un jeune couple de Malaisiens va poser ses valises dans l'un des plus grands hôtels de Kuala Lumpur. Il ne faut pas changer que les draps. Le couple a demandé une chambre 100% halal. N'oubliez pas d'enlever l'alcool du minibar.
Pas d'alcool dans la chambre. Un Coran à côté du lit. Et un tapis de prière. Et ici, on a la direction de la Mecque pour nos clients musulmans. Comme ça, ils savent vers où prier. Par ici, s'il vous plaît. Le couple vient d'apprendre que leur premier bébé va être un garçon. Ils sont venus fêter la nouvelle à la capitale. Il faut ouvrir comme ça, avec la clé. Jolie chambre. Le Coran que vous avez demandé est dans le tiroir. C'est important pour vous d'avoir choisi un hôtel halal? Oui, c'est très important, surtout pour ma femme. La nourriture et toutes les choses halal sont très importantes pour nous. D'autant plus qu'on attend un bébé. Au restaurant, toute la nourriture respecte les consignes religieuses. Pour avoir l'agrément halal, nous n'avons pas le droit d'avoir de l'alcool ou n'importe quel produit non halal dans tout l'étage. Si jamais on doit en apporter dans les chambres, on passe par l'étage inférieur et on monte directement. Aucun produit non halal ne doit passer par ici. Des petites attentions pour les musulmans qui rapportent. L'année dernière, 6,5 millions de touristes halal ont choisi la Malaisie. Un pactole de 5 milliards d'euros. Le pays accueille également les plus grands créateurs de haute couture islamique. Le principe, du style, de l'élégance, mais dans le respect de la religion. Ce soir a lieu le Asian Islamic Fashion Show. L'un des défilés de mode les plus prestigieux du continent. Soraya Isos est une créatrice spécialisée dans la mode musulmane. Ses vêtements s'exportent partout dans le monde. Où se trouve la salle de maquillage? En haut. C'est là que se trouvent les mannequins? Oui. Elle s'apprête à présenter sa nouvelle collection. Bonjour. Ici, les mannequins sont fournis par l'organisation. Bonjour. Il me faut des mannequins avec la taille fine, bien fine. Il faut bien les choisir avant le défilé. Quel est son tour de taille? 35. Vous n'avez pas de ventre. Ok, ça devrait aller. Merci. Le problème en Malaisie, c'est que beaucoup de mannequins ont les hanches trop larges. Et là, on a besoin de femmes avec des hanches fines. Donc on choisit plutôt des Chinoises. Elles sont fines. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le physique des mannequins est primordial, mode islamique ou pas. Soraya Isos marche sur un fil. Il faut respecter la religion, tout en rendant ces modèles désirables. Voilà notre nouvelle gamme de turbans et aussi des boucles d'oreilles pour être sexy. À la fin du défilé, il faut adapter vos mouvements à la musique. Si on voulait respecter l'islam à 100%, on devrait suivre les règles de la charia. Mais alors, il faudrait des tenues amples et que le cou soit toujours couvert. Nous, on préfère des tenues juste pudiques. C'est une version moderne de l'islam. Le défilé a lieu dans un hôtel de luxe de Kuala Lumpur. Dans la salle, des acheteurs venus des 4 coins du monde. Si ces nouveaux turbans ont du succès, Soraya Isos peut espérer gagner gros. Bonsoir à tous. Le défilé commence avec les collections de 7 autres créateurs. Des voiles, mais colorées. Des tenues cintrées, parfois fantaisistes.
Des hommes et des femmes côte à côte dans le public. Cela ressemble plus à un défilé classique qu'à un rassemblement religieux. Couvrez bien vos cheveux avec vos voiles. Dans les coulisses, Soraya Isos règle les derniers détails avant son passage. C'est pas bien équilibré, c'est trop court de ce côté. Soyez vous-même, soyez naturel, soyez belle. C'est au tour de Soraya Isos. Pas de voile, mais des turbans. Des robes près du corps et des accessoires. Gros succès. C'était la collection de Soraya Isos. Merci. J'adore votre collection. Est-ce que vous avez une carte? J'aime beaucoup vos sacs à main. Merci. Je vais vous appeler. La tendance 2019, le turban de Soraya. C'est le nouveau look, le nouveau style de vêtements pudiques. Je suis très contente, très satisfaite. J'espère que ma collection va devenir internationale. Merci à vous. Les turbans de Soraya seront peut-être bientôt en vente dans les boutiques françaises. Mais en Malaisie, ce discours sur un islam moderne est menacé. Le climat du pays est en train de changer. Certains musulmans, jugés trop libéraux, sont pris pour cible. Nous avons rendez-vous de l'autre côté de Kuala Lumpur, dans un gymnase. Il faut plus de fumée. Aujourd'hui, Jean Razouan, 20 ans, tourne une publicité. Elle est championne de MMA et musulmane. Ça tourne. Ce qui ne plaît pas à tout le monde dans le pays. On regarde cette prise. Son sport est interdit en France, jugé trop violent. Ça, c'était mon deuxième combat professionnel, mais le premier en première division. C'est la première fois que je combattais dans une cage. Ce jour-là, j'aurais dû faire mieux, mais je serai plus forte à l'avenir. Jean est devenue une petite célébrité en Malaisie. Médaille de bronze aux Jeux asiatiques, invaincue depuis ses débuts professionnels il y a 1 an. Sur le ring, ici en short rouge, c'est une teigne qui n'a peur de rien. Tu es prête? Oui. Pour Jean, ce n'est pas la violence de son sport qui pose problème, c'est sa tenue. Lorsque son premier combat a été diffusé, les insultes ont commencé à pleuvoir sur Internet. Dès le début, on m'a dit qu'en tant que femme musulmane, je ne devais pas pratiquer ce genre de sport, que ce n'était pas bon pour le corps d'une femme et que je devrais plutôt faire quelque chose de plus doux, comme cuisiner par exemple. Ses succès sportifs n'ont rien changé. Sur Facebook et sur les réseaux sociaux, on m'a dit « Tu peux faire du sport, mais pourquoi tu pratiques un sport où tu portes des vêtements si serrés et si courts ?» Tout cela a été un obstacle pour moi. Cela m'a empêché de progresser dans ma discipline, le self-défense et le MMA. Et puis mon entourage m'a dit de ne pas m'occuper de ça. Ma sœur, ma mère, mon coach. Alors aujourd'hui, je m'en moque. Le problème, c'est que la menace ne vient pas que des réseaux sociaux. Les autorités, elles aussi, surveillent le comportement des musulmans. Depuis l'indépendance de la Malaisie, l'islam dispose de sa propre justice et de sa propre police, surtout chargée de régler les affaires de famille. Mais ces dernières années,
les partis islamistes ont pris du poids et tentent d'imposer leur vision de la morale. C'est le jour de la Saint-Valentin à Kuala Lumpur. Les rues sentent l'amour, les fleurs et les nounours à petits cœurs. Mais au quartier général de la police religieuse, autre ambiance. Ce que je ne veux pas, c'est que les accusés puissent appeler eux-mêmes leurs parents. La police religieuse n'a le droit d'arrêter que des musulmans. La religion est inscrite sur la carte d'identité. Un musulman surpris en train de boire de l'alcool, de manger pendant le ramadan, ou avec une femme qui n'est pas la sienne, peut être arrêté et condamné à de la prison par un tribunal islamique. Les non-musulmans, eux, ne risquent rien. Ce soir, la police religieuse va chasser les couples non mariés à qui la Saint-Valentin donnerait des idées impures. 60 hommes et femmes sont répartis en petits groupes. Dans un parc où les amoureux ont leurs habitudes, ils croient apercevoir une femme sortant d'une voiture. Vous êtes mari et femme? Non. Allez, rentrez chez vous. Hey, c'était toi dans la voiture? Pourquoi? Je veux juste vous poser des questions. Vous êtes avec qui? Je suis juste avec des amis. On se promène. Les policiers ont un soupçon, mais aucune preuve contre la jeune femme. C'était qui dans la voiture? Allez, rentrez chez vous. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Cette fille s'est mal comportée dans un lieu public. Elle a fumé dans un lieu public. Pour une fille, ce n'est pas honorable de fumer devant des gens. Prochaine étape, un petit hôtel du quartier. À la réception, les hommes de la police religieuse cherchent des couples qui ne portent pas le même nom de famille, pas mariés donc. Chambre 201, 202, 203. Et on commence par l'étage. Toute la presse a été invitée. Une belle opération de communication. Bonsoir monsieur, nous sommes de la police religieuse. Nous venons faire des vérifications. D'accord. Vous êtes combien? Vous êtes seul? Oui, seul. Mais il n'y a personne d'autre? Ok, merci. Bonsoir. Dans la deuxième chambre, les policiers vont avoir plus de chance. Laissez passer. Un couple non marié. Un crime aux yeux de la police islamique, puisque les deux jeunes sont musulmans. Ils sont menottés. L'homme tente de se défendre comme il peut. J'habite dans le quartier de Gombok. Je n'avais pas d'argent pour retourner à la maison. Donc j'ai dormi ici. Les policiers ne sont pas convaincus. Le jeune couple passera la nuit en prison et sera jugé demain au tribunal islamique. Il risque une grosse amende et les familles vont être prévenues. Mais pour la police religieuse, tout cela, c'est pour leur bien. Nous ne voulons pas de mauvaises filles au sein de notre jeunesse. Nous voulons des filles pures. Notre but, c'est de les convaincre, de prêcher, de gagner leur cœur, de leur rendre un service islamique. Un service islamique, ou plutôt une oppression des musulmans. Il y a quelques mois, un grand spectacle de travestis est organisé par une association LGBT à Kuala Lumpur. Sur scène, des hommes qui rejouent l'élection de Miss Monde. C'est un membre de la police islamique qui tient la caméra. Une manière d'obtenir des preuves contre les participants. L'homosexualité est interdite par la justice islamique. Les policiers, en gilet bleu, terrorisent le public.
Asseyez-vous, asseyez-vous. Restez assis. Ne partez pas, restez tous en place. Si vous partez, on vous arrête. Les participants essayent de s'enfuir, mais les policiers islamiques les bloquent. Ils veulent vérifier les papiers d'identité et arrêter les musulmans qui pourront être condamnés. On fait juste des vérifications. Veuillez coopérer. Une femme s'interpose. Je suis avocate. Avez-vous un mandat? Avez-vous un mandat? Écoutez-moi. Non, vous écoutez-moi. Avez-vous un mandat? Cette femme s'appelle Siti Kassim. C'est une avocate réputée, elle-même musulmane, spécialisée dans la défense des droits de l'homme et des minorités. Est-ce que vous allez m'écouter? Mais c'est un concours Miss Monde. C'est un spectacle. Vous pensez vraiment que c'est le vrai concours Miss Monde? C'est un spectacle. Les policiers n'acceptent pas que des hommes soient habillés en femmes sur scène. De quelle offense vous parlez? C'est une offense en vertu de l'article 80. C'est un concours Miss Monde. Oh mon Dieu, un concours Miss Monde. Mais on fait semblant. Ce n'est pas Miss Monde, c'est juste un spectacle. Les policiers mettent fin à la soirée. Mais les cris de l'avocate finissent par les faire fuir. Ils n'arrêtent personne. Ne me poussez pas, c'est compris? Sauf elle, pour l'interroger à leur quartier général. Je te retrouve à la cantine du tribunal? Ok, à tout à l'heure. Quelques semaines plus tard, nous la retrouvons. Après le scandale de la soirée LGBT, les policiers islamiques l'ont attaquée devant la justice civile pour entrave aux forces de l'ordre. Le procès a lieu cet après-midi. Je n'arrête pas de les emmerder, vous savez. Je fais beaucoup de bruit. Je dérange les autorités religieuses. Ici, l'islam est en train de devenir radical. On se transforme en Arabie Saoudite. C'est ce qu'ils essayent de faire. Je vais donner une touche de couleur à ce tribunal. Siti Kassim risque 3 ans de prison et une interdiction d'exercer son métier d'avocate. Mais elle reste souriante et surtout provocante. On s'assoit ici et on peut fumer illégalement. Pour se défendre contre la police islamique, elle a dû prendre elle-même une avocate. Surprise à son arrivée, c'est une femme voilée. J'ai acheté du chocolat pour pas que tu stresses. Une avocate musulmane très pratiquante. Pourtant, elle a été choquée par la scène d'arrestation de sa cliente. Quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, s'il regarde cette vidéo, il va se dire que l'islam c'est horrible, que c'est une religion d'oppression et de gangsters. Ça ne montre pas les valeurs et la beauté de l'islam. En Malaisie, les musulmans doivent se rendre compte de ce qui se passe. Nous ne devons pas permettre à ces gens de nous harceler et de nous contrôler. C'est ce que je pense. Le procès a lieu à huis clos. Dans le couloir, on croise les femmes de la police islamique qui ont porté plainte contre Siti Kassim. On peut vous poser une question? Non, on doit partir. La décision du tribunal tombera dans plusieurs mois. À la sortie, l'accusé est très demandé. Des militants LGBT l'attendent.
Il y a aussi d'autres soutiens, plus surprenants. Oh, tu es venu. I know. Let's go and have a drink. Tu as l'air d'une diva. C'est mon amie. Elle vient de très loin. C'est comme ma sœur. C'est une femme très musulmane et qui se bat pour les droits des femmes. C'est elle, ma source d'inspiration. Une belle illustration de ce qu'est également la Malaisie. Une femme religieuse et une militante LGBT qui posent côte à côte et qui se battent contre un ennemi commun. Je n'ose pas imaginer ce que deviendra ce pays si ces gens, ceux contre qui on se bat, prennent le pouvoir. Mon Dieu, plus personne ne voudra rester en Malaisie. Le combat de l'avocate est loin d'être terminé. Ses ennemis ont déjà pris le pouvoir, ailleurs dans le pays, et y imposent leurs lois. Nous partons vers le nord. Dans les États du Terengganu et du Kelantan. Ils ont leur propre gouvernement. Et ce sont les islamistes qui sont au pouvoir. La corruption du gouvernement central les renforce, élection après élection. Autre ambiance. Les hommes portent des tenues traditionnelles. Les femmes sont toutes voilées. Même les petites filles. Ici, 90% de la population est musulmane. Il y a 2 autres tables qui vont arriver. Aujourd'hui, Mohamed Fazli, le ministre du culte, reçoit. Ce sont mes fidèles, ceux qui ont voté pour moi lors des dernières élections. On fête la fin du Ramadan. 2000 personnes sont invitées. Ça, c'est juste de l'argent. C'est pour les enfants. Monsieur le ministre est généreux. 1 billet par enfant. Mais dans 2 files différentes. Il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre? Oui, c'est plus facile. Ils sont trop nombreux. En réalité, une séparation stricte entre garçons et filles, même très jeunes. Si le ministre a l'air si heureux, ce n'est pas seulement parce que c'est un jour de fête. Il y a 1 mois et demi, le Parti islamique de Malaisie, dont il est l'un des dirigeants, a réalisé un score historique aux élections. Voilà notre drapeau. Le vert symbolise l'islam parce que nous sommes le parti islamique. Nos militants ont tout décoré. Ils ont fabriqué un canon là-bas et un tank. C'est pour symboliser notre puissance. Le parti détient désormais la majorité absolue au Parlement régional. Auparavant, il partageait le pouvoir avec d'autres mouvements politiques. Avec un tel poids, il souhaite imposer la loi islamique partout. Nous allons nous en rendre compte dès le lendemain, au bureau du procureur général du tribunal islamique, qui commence sa journée. On lit le Coran tous les jours. En général, ça dure 15 minutes. Mais une fois par semaine, on le lit pendant 40 minutes. Le tribunal n'est compétent que pour les affaires de mœurs. L'obsession du procureur, savoir qui couche avec qui et si c'est compatible avec l'islam. Là, ce sont des affaires de couple illégitimes. Des divorces sans autorisation, des mariages sans autorisation et encore des mariages sans autorisation. Les coupables sont condamnés à des amendes ou à des peines de prison de 3 ans maximum.
Mais le parti islamique souhaite aller bien plus loin. De simples amendes, ça ne fait pas assez peur. Il faudrait que l'on applique la charia complètement. Pour l'adultère, par exemple, nous ne souhaitons pas lapider tout le monde. Mais si quelqu'un recevait ce châtiment, si Dieu le veut, les autres ne se rendraient plus coupables de ce crime. Vous comprenez? De la même manière, si on coupait la main des voleurs, moi je suis sûr que plus personne ne volerait. Un rêve du procureur qui pourrait bien devenir une réalité. Au début du mois de septembre, dans l'état voisin du Terengganu, lui aussi dirigé par le parti islamique, un événement a fait la une de la presse. 2 femmes qui ont avoué avoir tenté d'avoir une relation homosexuelle ont été frappées à coups de bâton à 6 reprises au tribunal de la charia de Kuala Lumpur. Théoriquement, les tribunaux de la charia ont le droit de condamner à des châtiments corporels, mais ces peines sont rarissimes. Depuis leur poussée aux dernières élections, les islamistes semblent vouloir en faire usage plus souvent. Les 2 femmes sont isolées dans la salle du tribunal, à l'abri des regards, et surtout des caméras. Il n'existe pas d'image de ces châtiments corporels. Seule une photo d'une démonstration faite par des gardiennes de prison qui donnent les coups. Les règles sont précises. Les femmes frappées doivent être assises sur un tabouret. Elles peuvent garder leurs vêtements. 6 minutes plus tard, les 2 femmes qui viennent d'être battues sortent de la salle, cachées derrière leur voile. Après la sentence, les responsables du tribunal islamique tiennent une conférence de presse, visiblement satisfaits. Ce qui est important, c'est que ce châtiment serve de leçon à toute la société. Pour le million d'habitants de l'État, mais aussi pour tous les autres Malaisiens, afin qu'ils prennent conscience que ce crime ne doit plus être commis. Les 2 États du Nord, dirigés par le parti islamique, ont officiellement demandé au gouvernement central d'étendre la compétence des tribunaux de la charia et que le châtiment corporel devienne une norme. Le parti veut réformer la justice, mais aussi l'éducation. Prochaine étape, modeler le cerveau des enfants. Il y a des écoles coraniques partout. Nous sommes à la Tafik School de Pasir Mas, une institution privée qui accueille plusieurs dizaines de garçons qui dorment sur place. Le parti islamique a encouragé des centaines d'écoles comme celle-ci à ouvrir dans l'État. Dans le dortoir, un drapeau du parti. Pas un hasard. La journée des enfants tourne essentiellement autour de la religion. Là, on a malais, éducation islamique, maths, grammaire, histoire, éducation islamique, religion, éducation islamique, maths, éducation islamique. Quelle est ta matière préférée? Éducation islamique. Tu veux faire quoi plus tard? Professeur de religion. Plusieurs heures par semaine d'éducation islamique et les 5 prières quotidiennes. Aucun doute sur le projet pédagogique de l'école. On essaye d'aider la nouvelle génération à apprendre le Coran par cœur. Ensuite, ces garçons pourront eux-mêmes enseigner aux générations futures à apprendre le Coran par cœur. C'est le début du fameux cours d'éducation islamique. En fait, d'éducation, plutôt de la récitation. Les élèves doivent apprendre le Coran par cœur, plusieurs heures par jour. L'objectif doit être atteint en 3 ans. Tu comprends ce que tu lis? Non. Et toi, quand tu lis, tu comprends? Le Coran ne se lit qu'en arabe.
Mais les élèves ne le parlent pas. Et la traduction du texte n'est pas au programme. C'est l'heure de l'apprentissage des leçons. Ils révisent le Coran. Pour qu'ils n'oublient pas leurs leçons, et on ne veut pas qu'ils les oublient, il faut qu'ils l'apprennent par cœur. Ils le lisent tous les jours. Sinon, ils vont oublier. S'ils veulent comprendre, il faut qu'ils aillent dans une autre école. Ici, c'est juste pour apprendre par cœur. Des enfants formatés. Et l'objectif est le même avec ceux qui ne sont pas musulmans. Dans l'État, de plus en plus sont poussés à se convertir dans les écoles. Une politique à l'origine de l'un des faits divers les plus marquants de l'histoire du pays. À l'été 2015, un groupe d'élèves de cette école publique a fugué, usés par les mauvais traitements et l'islamisation forcée. Ils se sont enfuis dans la forêt, malgré les risques. Nous retrouvons Siti Kassim, l'avocate qui combat les islamistes. C'est elle qui défend les familles des enfants. Voici l'école d'où sont partis les enfants de primaire qui ont disparu. C'était il y a 3 ans. 7 ont disparu dans la jungle. 5 sont morts et 2 ont survécu miraculeusement. Ces élèves étaient des autochtones. Leur mort a traumatisé toute leur communauté. Tout a commencé loin des villes, dans la forêt, là d'où venaient les enfants. Nous nous enfonçons dans la jungle, où la route laisse place à la piste. C'est ici que vivent les autochtones, la population d'origine de la Malaisie. On les appelle les Orang Asli. Ils représentent 2% de la population. Ils sont animistes et sont les plus pauvres et les plus isolés du pays. Ça, c'est ma maison. Ils l'ont construite pour moi. Ils m'ont fabriqué une belle maison. Et voici les familles, les parents des défunts. Mida Binti Anga avait inscrit 2 de ses enfants de 10 et 8 ans à l'école publique, à la lisière de la forêt. Ils dormaient sur place. Il n'y a pas d'école dans le village. Là-bas, ils étaient frappés, insultés. Et leurs professeurs les obligeaient à respecter l'islam, eux qui n'avaient rien à voir avec cette religion. C'est pour cette raison qu'avec 5 autres élèves autochtones, ils se sont enfuis à pied pour rejoindre leur famille. Le village est à 40 km de l'école. Voici Nourine, la grande sœur, son petit frère de 8 ans, Juvina, 7 ans, Ika, 9 ans, et Linda, 8 ans. Ça s'est passé le 23 août 2015. Mes enfants Nourine et Aikal étaient au dortoir de l'école et moi j'étais ici. Je pensais qu'ils étaient encore au dortoir. L'après-midi, mon oncle m'a prévenu que mes enfants s'étaient échappés. Je croyais qu'ils allaient rentrer chez nous, mais ils étaient perdus. Pendant 48 jours, les familles les ont recherchés, sans succès, et sans aucune aide des autorités. Et puis, 2 enfants sur les 7 sont revenus. 2 petites filles mourantes qui s'étaient nourries de feuilles et d'eau de la rivière. Nourine, la fille de Mida Binti Anga, à gauche sur la photo, a survécu. Pas son petit frère, ni les 4 autres enfants. Nourine les a vus mourir de faim, un par un. Aujourd'hui, la petite fille, traumatisée, vit chez sa tante,
à l'écart. Noreen ne va plus à l'école aujourd'hui. Elle reste juste comme ça. Elle ne peut pas voir d'étrangers. Les parents ont appris plus tard ce que leurs enfants fuyaient, les mauvais traitements et l'islamisation forcée. Depuis, le village a construit sa propre école. Les jeunes ne veulent plus sortir de leur forêt. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école? On nous apprend à lire l'arabe. À l'école primaire, tout le monde doit suivre les cours de religion. Et les filles sont obligées de se voiler. Si vous ne faites pas la prière, qu'est-ce qui vous arrive? Le bâton. Ils vous frappent? Oui. Le jour de leur fugue, les enfants avaient été menacés par le surveillant. Il leur avait promis des coups de bâton. Les parents des victimes nous emmènent à l'extérieur du village. Ici, nous sommes au cimetière, là où sont enterrés les enfants. Il y a Juvina, fille de David. À côté, il y a Ika, ma fille. Là, Aikal, fille de Mida. Et enfin Lina, la fille de Rosely. Il y a les corps de ceux qu'on a retrouvés. Il y en a 4. On n'a pas trouvé le corps du dernier. Nous sommes une famille. Quand il manque une personne, toute la famille pense à elle, tous les jours. Les familles sont meurtries, mais tout le monde les a oubliées. L'école ne s'est jamais excusée, les autorités non plus. Seule Siti Kassim, l'avocate, ne les lâche pas. Là, le nom du père, signé ici. Elle les défend gratuitement. Nous attaquons en justice le gouvernement et l'école pour qu'ils payent des dommages et intérêts aux familles. Ils ont fait preuve de négligence envers les enfants. Ils se sont mal occupés d'eux et ça a conduit à leur mort. Et ils sont morts dans des conditions terribles. Malgré le drame, la politique de conversion des autochtones ne s'est pas arrêtée. Au contraire. Il existe même un bureau d'islamisation des peuples de la forêt. Nous avons rendez-vous avec sa directrice. Sa mission, convertir par tous les moyens. Aujourd'hui, il y a environ 15% des autochtones qui se sont convertis à l'islam. Le but que nous a donné notre directeur est d'arriver à 100% d'autochtones convertis dans 3 ans. Pour arriver à 100%, aucune limite, tous les moyens sont bons. Là, c'est la rivière. Moi, j'étais là dans cette voiture. Nous entrons dans les villages des autochtones, on les rencontre, on visite, on ramène de la nourriture, de l'argent et du matériel. Si on arrive les mains vides, les autochtones nous ignorent. C'est pour ça qu'on ramène de la nourriture, du riz ou des biscuits. Mais les autochtones payent cher les biscuits et les bols de riz. Ceux qui deviennent musulmans sont automatiquement soumis à la loi islamique. Quand ils sont convertis, quand ils font leur profession de foi, ils doivent prendre leurs responsabilités en tant que musulmans. Faire attention à leur comportement. Ils doivent pratiquer la prière, faire le jeûne et suivre les règles de l'islam. Convertir tout le monde. Personne ne doit leur échapper. Nous retournons dans la forêt, mais beaucoup plus loin. Dans des zones perdues,
quasiment inaccessible. Là, vivent des tribus d'autochtones coupées du monde moderne. Pas de route, pas d'électricité, pas d'eau courante. Eux aussi sont la cible du bureau d'islamisation. Nous rencontrons un groupe d'hommes, vêtus de simples pagnes, armés de lances et de sarbacanes. Nous sommes invités à les suivre. Certaines de ces tribus vivent sur le territoire depuis 7000 ans. Elles croient aux esprits de la forêt, bien loin des religions monothéistes. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui sont chez eux dans la jungle. Ce petit fruit, par exemple, ça se mange. À l'intérieur, il y a une sorte de graine. On ne mange pas la peau. Ça ne rend pas malade. Ça, c'est pour soigner les diarrhées et pour donner de l'énergie. Quand on a soif, quand on a beaucoup marché, c'est délicieux. Les missionnaires du parti islamique sont venus jusqu'ici et ont osé leur expliquer que leur mode de vie, millénaire, était impudique. Ils nous ont dit qu'ils n'aimaient pas qu'on expose certaines parties de nos corps. Mais c'est notre mode de vie, c'est notre identité. C'est notre tradition de porter ce genre de vêtements. Je n'ai pas honte. La seule chose qui est interdite par nos ancêtres, c'est de tuer d'autres êtres humains. Mais malgré les réticences, les conversions se multiplient. Difficile de résister aux cadeaux des hommes du bureau d'islamisation. Ils essaient de nous convertir à l'islam, de supprimer notre identité, notre fierté, alors que nous vivons ici depuis des centaines d'années. Pour les autochtones, c'est une question de survie. Leur culture traditionnelle risque de s'effacer. Ailleurs, l'enjeu est le même. Une partie de la population va-t-elle imposer sa loi à l'autre et mettre à mal le modèle malais, un pays cosmopolite, ouvert et métissé.